routine. Nous avons vu les conventions, de quelle façon on peut lancer des routines, et écrire des routines en langage d'assemblage, risque 5. Et maintenant, on va terminer ce sujet en discutant de quelle façon on peut spécifier des paramètres et variables locales. Nous avons vu que la convention risque 5 IBI spécifie que les paramètres doivent être passés dans les registres. Les registres A0 à 7, donc 8 registres existent pour passer des paramètres, mais parfois on a besoin plus de paramètres ou on veut aussi utiliser des variables locales. Il n'y a pas assez de registres qu'on peut utiliser. Donc, l'idée, c'est de stocker tout ce qui est en plus que les registres permettent en mémoire. Donc, on peut stocker en mémoire des variables locales, stocker des arguments si ils sont trop gros ou trop nombreux, et stocker d'autres trucs au besoin. Le stockage de ces éléments est effectué dans le segment pile d'exécution. Nous avons déjà parlé que dans la pile d'exécution, pour chaque fonction, chaque routine active, on alloue ce qu'on appelle un cadre de pile, stack frame. C'est un morceau de pile utilisé par une routine. On sauvegarde dans ce cadre de pile des registres qu'on veut préserver. N'oubliez pas la convention, c'est-à-dire que si vos routines utilisent des registres S, il faut absolument les sauvegarder dans la pile. Ça, c'est les routines appelées. C'est seulement main. La routine principale peut utiliser les registres S sans les préserver dans la pile. Registre RA absolument doit être sauvegardé si votre routine utilise les autres appels imbriqués. Ça, c'est le minimum nécessaire. Par la suite, vous devez regarder qu'est-ce que vous avez besoin encore de sauvegarder dans la pile. Donc, on a déjà vu que la pile doit être utilisée pour sauvegarder des registres, dont le registre RA, arguments supplémentaires, variables locales supplémentaires, et la pile, normalement, représente en soi un ensemble de cadres de routines actives, donc divisé en stack frame pour les routines actives. Comme j'ai déjà dit, dans la pile, on sauvegarde les variables au lieu d'utiliser des registres pour les variables locales. Si les variables locales sont trop gros, ne peuvent pas être sauvegardées comme contenu dans un registre, dans ce cas, on doit les allouer dans la pile. Encore une fois, s'il y a plus que registre des arguments, des variables, donc on les sauvegarde dans la pile. Si on a besoin aussi de sauvegarder une adresse, on sauvegarde dans la pile. Nous avons déjà parlé que toutes les variables peuvent avoir la portée, portée globale ou locale. Ça, c'est tout ce qui existe dans tous les langages de programmation. La portée, ce terme spécifie la zone en programme où chaque identificateur est visible et utilisable. Donc, portée globale signifie que toutes les variables sont visibles
avec la portée globale par tous les éléments de notre programme. Portée locale spécifie que notre variable, notre identificateur est visible seulement localement. Normalement, c'est dans les fonctions. Par exemple, on définit les variables avec la portée locale et lorsque on sort de fonction, donc ces variables terminent son existence. Je vous rappelle que aussi des paramètres formels sont locaux. Lorsqu'on fait l'appel d'une fonction, donc système, mais c'est ce que fait en langage de programmation de haut niveau, système trié les variables locales correspondant aux paramètres formels, copie les valeurs des arguments, c'est-à-dire que les expressions arguments sont évaluées lors d'un appel et par la suite, c'est ces valeurs qui sont copiées dans les variables, dans les paramètres formels et notre fonction utilise nos paramètres formels pour faire les calculs. Au retour, les paramètres formels, puisqu'ils sont locaux, sont détruits par le système. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va voir comment on implémente tout ça en assembleur. Parce qu'en assembleur, c'est nous qui devons effectuer ce traitement parce que c'est ça, c'est nous qui travaillons au niveau du système à la place du système. Donc, les variables locales ne consomment la mémoire que si la routine est active, c'est-à-dire qu'on alloue les variables locales à l'entrée de la routine et on les détruit à la sortie. Les variables, c'est ça, c'est les variables locales, on les crée aussi lorsqu'on effectue les appels récursifs. Vous savez que dans les appels récursifs, les fonctions récursives font appel à elles-mêmes. Et bien sûr que contexte d'exécution comme variable locale, paramètres formels doivent être préservés si au retour on utilise cette information. Et comme conséquence, donc, pour les appels récursifs, chaque cadre de pile a ses propres variables locales et plusieurs versions d'une variable locale existent, c'est-à-dire que dans les différents cadres, l'information concernant les différents appels avec les mêmes noms des variables qui coexistent ensemble. De quelle façon on réserve et libère la place dans la pile? Il faut utiliser l'instruction add immédiate, SP avec les valeurs négatives et positives, c'est-à-dire que pour allouer l'espace, on décrémente le contenu du registre SP, pointeur de pile, et par la suite, désallouer l'espace, il faut additionner le nombre d'octets à désallouer au contenu du registre SP. Il faut faire attention à l'alignement dans la pile. Il faut réserver plus si on a besoin. On utilise pour accéder à l'information dans la pile la méthode qui utilise adresse de base plus décalage par rapport à l'adresse de base. L'exemple, store word A0. Donc, on range le contenu du registre A0 à l'adresse SP, c'est l'adresse de base, plus le déplacement 12 par rapport à cette adresse de base. Donc, c'est ça, c'est l'adressage de base. Pour rendre notre code plus compréhensible, on peut utiliser les noms symboliques associés aux constantes correspondant au déplacement.
Par exemple, point QV, ça c'est la directive qu'on peut utiliser pour faire les associations textuelles. On va associer le nom symbolique Toto avec la constante 12. Et comme vous voyez ici, notre instruction de rangement store word A0 utilise comme déplacement le nom symbolique Toto. Ce qui nous donne idée, c'est qu'est-ce qui est stocké. Donc, c'est la variable Toto qui est stockée dans la pile. Donc, c'est ça ce qu'il faut utiliser. Et maintenant, regardez le programme local.s qui utilise des variables locales allouées dans la pile. On va, c'est ça, c'est la variable Toto. On va associer le déplacement comme le nom symbolique pour le déplacement 8. C'est Toto. Et par la suite, on va allouer l'espace. On veut stocker dans le cadre de pile registre RA. Et aussi, on veut allouer l'espace pour une variable locale de type int, par exemple, qui utilise, c'est ça, c'est 8 octets, hein, par exemple, supposons. Donc, dans ce cas, on fait plus, non, c'est pas le cas. Donc, pour variable, on utilise 4 octets. Mais faites attention, comme j'ai déjà dit, aux alignements. Donc, si on est dans l'architecture 64 bits, donc dans ce cas, on va plutôt comme aligner sur double mot sur cette taille. Donc, pour la variable qui de manière active va seulement consommer 4 octets, quand même, on va allouer l'espace correspondant à double mot. Donc, ici, comme vous voyez, SP est décrémenté de 16 octets. On fait l'alignement. Par la suite, on sauvegarde le registre RA au déplacement 0 plus SP. Et notre variable Toto va utiliser l'espace qui commence avec le déplacement 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut initialiser le contenu de la variable locale à partir d'entrée utilisateur. Donc ici, comme vous voyez, call read int, on va chercher le contenu de notre variable locale et par la suite, on va ranger la valeur saisie dans la pile. C'est contenu du registre SP plus le déplacement Toto, le déplacement 8. Et maintenant, au lieu d'utiliser 8 simplement et par la suite de deviner qu'est-ce qu'on a sauvegardé à cette adresse, c'est ça, c'est avec le nom symbolique, on sait déjà que cet espace est utilisé par la variable locale Toto. Par la suite, pour accéder au contenu de cette variable, ça suffit d'utiliser l'instruction load word. Word, ça c'est 4 octets. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est ça, c'est dans le registre A0, on va charger le contenu de la zone mémoire SP plus 8. Et on va afficher la valeur loup et la partie épilogue qui désalloue l'espace dans la pile. Maintenant, on va voir avec vous l'exercice. Le programme inc pointer, incrémenté pointer.s. Cette routine incrémente le mot à l'adresse A0
Et on va utiliser dans cet exemple une variable locale. Donc, ça, c'est notre programme. N'oubliez pas de vérifier votre settings pour exécuter RARS en mode 64 bits. Aussi, si vous utilisez les routines d'impression implémentées dans la librairie, donc il faut dans ce cas utiliser l'option Assemble all files in directory. Donc, d'abord, on va compiler, exécuter le code pour voir le fonctionnement. Donc, ici, c'est ça, c'est un mot. Encore. C'est 43 422. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Nous avons une variable globale, comme vous voyez ici, déclarée dans le segment data, qui contient la valeur 42. Par la suite, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la méthode incrémentée avec l'adresse de la variable globale, glow. Comme vous voyez ici, on charge l'adresse comme argument dans le registre A0. Par la suite, on fait l'appel de la fonction jump and link incrémenté pointeur. Et finalement, au retour, notre fonction va nous retourner le résultat dans le registre A0. Encore une fois, ça c'est glow, c'est le contenu du contenu de notre variable, et call printint, on va ajouter le contenu de notre variable. On va observer, c'est ça, c'est comme vous voyez sur la sortie, on voit 43 comme résultat de l'exécution. Par la suite, dans notre programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer une saut de ligne et par la suite, on va appeler notre routine work, jump and link work. Par la suite, c'est ça, on termine le programme. Regardons, c'est ça, c'est les deux routines. Incrémenter pointeur charge le contenu de l'adresse qui est placée à A0 dans le registre T0. Par la suite, on incrémente et on range le résultat à la même adresse. Et on retourne. La méthode work fait le travail pour allouer une variable locale. Le prologue, comme vous voyez ici, contient la directive .qv qui va nous permettre de spécifier, d'associer le nom symbolique au déplacement qui va par le site va être utilisé pour spécifier l'adresse où on va stocker la variable locale. Donc ici, comme vous voyez, loc est associé au déplacement plus 8. On alloue l'espace dans la pile. Nous devons sauvegarder le contenu du registre RA, Return Address. Les adresses dans l'architecture 64 bits sont exprimées sur 64 bits et comme conséquence, on a besoin 8 octets
Donc, variable locale, quand même, c'est un mot composé de 4 octets, mais on doit faire alignement pour 8 octets. C'est pour cette raison, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut faire les alignements. Donc, on a lu deux doubles mots dans la pile. C'est 16 octets. On stocke RA. Par la suite, on doit... ça, c'est comme ici, dans ce programme, en fait, il y a deux exercices qu'on fait. Euh, le premier exercice, c'est ça, c'est de manipuler la variable globale. Avec incrémenté pointeur. Et la deuxième tâche est d'écrire une routine tab work. Ah non, c'est la même. Je retourne, c'est plus, c'est ça, c'est... revenons vers notre programme, notre routine work. Qu'est-ce qu'on fait? On charge constante 421. On range cette valeur dans la pile d'exécution. Ça, c'est notre variable locale. On affecte une valeur à notre variable locale qui est allouée dans la pile. Par la suite, ça c'est... on doit calculer l'adresse physique de la variable locale. On met dans le registre A0 cette adresse et par la suite, on appelle call incrément pointeur. Ça veut dire qu'on prépare l'argument. L'argument de notre fonction incrémentée pointeur, c'est une adresse, adresse où on stocke une variable dont le contenu on veut afficher. Nous avons appliqué déjà cette méthode par rapport à la variable globale. C'était quand même direct, mais avec la variable locale, on a sauvegardé d'abord, on a alloué l'espace pour notre variable locale. Par la suite, on a formé l'adresse de notre variable locale qui est stockée dans la pile. SP plus déplacement par rapport à SP. Et finalement, on appelle incrémenté pointeur. Donc, 421, si cette valeur est incrémentée, ça va nous donner 422 après avoir appelé la fonction incrément. Et finalement, pour afficher le contenu. Donc, encore une fois, on accède au contenu de notre variable locale. On charge le contenu dans le registre A0 et on appelle la méthode printint pour afficher, ce qui va afficher bel et bien la valeur incrémentée. Avant, c'était 421 et après, incrémenté pointeur, cette valeur est devenue 422. Il ne faut pas oublier de désallouer l'espace dans la pile. Voilà l'exemple d'expliquer. Le deuxième exercice, on va écrire une routine tab work qui alloue un tableau de 4 entiers dans la pile. Maintenant, cette fois-ci, on va définir comme variable locale un tableau. Et on va initialiser le contenu de notre variable locale tableau avec la routine read tab. Et on va aussi appeler la méthode sum tab pour afficher la somme.
calculer la somme et afficher cette somme. Ça, c'est tab work. Dans le programme tab.s, nous avons comme l'espace réservé dans le segment data. Ça, c'est variable globale. Un espace qui permet de sauvegarder 4 nombres de 32 bits signés. Ça, c'est taille du tableau. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, on initialise notre tableau avec, en appelant la méthode readTab. Par la suite, ça, on calcule la somme des éléments du tableau et finalement, on affiche, ça, on affiche la somme. Mais la deuxième partie fait la même chose, mais cette fois-ci, on effectue le travail dans un sous-programme. Et cette fois-ci, la deuxième fois, c'est notre tab work alloue l'espace mémoire dans la pile. Notre tableau maintenant devient comme la variable locale et on fait le même traitement. Donc, la fonction readTab lit le paramètre, comme ça, c'est argument dans le registre A1, spécifie le nombre d'éléments de 32 bits qu'on veut manipuler, stocker dans le tableau. Et tableau est spécifié comme par adresse qui est le contenu du registre A0. Puisqu'on appelle la méthode readInt qui utilise A0 comme paramètre, notre argument, donc comme conséquence, on pourrait écraser le contenu. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut sauvegarder dans les registres les valeurs et on va utiliser le registre 0 et S1 pour préserver nos arguments A0 et A1. Ça, on essaie vous devez, avant d'écrire chaque routine, vous devez établir qu'est-ce que vous devez sauvegarder dans la pile, qu'est-ce que vous utilisez. Donc, ici, nous avons besoin de sauvegarder absolument RA, puisque en appelant readInt, on va écraser le contenu de ce registre qui va comme écraser l'adresse de retour. Et il faut donc préserver cette information dans la pile. Et comme je vous ai déjà dit, S0 et S1, on va utiliser dans notre routine. Et selon la convention, il faut aussi les préserver dans la pile. Donc, notre cadre de la pile est composé de 3 registres. Chaque registre est de 64 bits dans le mode de 64 bits, qui nous donne 3 fois 4, 3 fois 8, ce qui nous donne 24 octets. Donc, on alloue l'espace dans la pile, on sauvegarde les registres dans la pile. Par la suite, on range les arguments, ça c'est l'adresse de l'élément courant
c'est A0. Initialement, c'est l'adresse du premier élément du tableau qu'on veut traiter. A1, ça, c'est le nombre d'éléments restants. Donc, c'est le nombre d'éléments à lire. On va utiliser ça comme compteur dans notre boucle. Par la suite, c'est ça, on commence notre boucle, read tab loop. On va initialiser le contenu de notre tableau. Donc, branch list equals 0. Donc, on va comparer si le contenu de notre compteur d'éléments est déjà comme vaut 0 ou plus petit. Donc, non, oui, c'est ça, on va sauter à l'étiquette read fin. Donc, on a terminé la saisie. Sinon, ça veut dire qu'il faut chercher les valeurs. Donc, on appelle la méthode readInt. Après avoir appelé readInt, A0 contient la valeur saisie. On va ranger cette valeur à l'adresse spécifiée par 0 plus le contenu de l'adresse de base, S0. Et comme nous avons déjà mentionné, S0 va contenir l'élément courant, l'adresse de l'élément courant, et on fait la mise à jour du contenu de S0 pour pouvoir stocker les données. Donc, comme vous voyez, S0 est augmenté de 4. Ça, c'est l'élément suivant. Par la suite, on décrémente notre compteur d'éléments et on retourne à la boucle. Après avoir terminé la saisie d'éléments, donc on doit terminer la routine. Ça, c'est l'épilogue. Il faut restaurer la valeur de RA, restaurer S0 et S1 et désévaluer l'espace dans la pile. La deuxième fonction, SumTab, donc, doit calculer la somme. A1 contient le nombre d'éléments du tableau. A0, l'adresse du tableau. Et notre fonction SumTab ne fait pas d'appel aux autres fonctions, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sauvegarder les registres d'arguments A0 et A1, on va directement les utiliser. Donc, A0, c'est l'adresse de l'élément courant, A1, c'est le nombre d'éléments restants à traiter. On va utiliser A2 pour accumuler la somme. SumTab loop, donc, comme vous pouvez voir ici, commence avec la condition d'arrêt de la boucle. On compare ici le nombre d'éléments restants à traiter vaut 0. Donc, dans ce cas, on arrête le traitement, on saute à l'étiquette SumTab fin. Sinon, donc, on charge dans A3 l'élément courant. Par la suite, on fait la somme. La valeur déjà accumulée dans A2 est additionnée à A3 et on fait la mise à jour de A2. On fait les ajustements pour passer au prochain élément. Donc, déplacement dans A0 est augmenté de 4. On décrémente le compteur d'éléments et on continue la boucle. La fin de la boucle, lorsque on a terminé le traitement répétitif, donc il faut transférer la somme calculée, c'est le contenu de A2, dans A0 pour respecter la convention et RET, ça nous permet de retourner au point d'appel.
Ça, c'est la version qui utilise des registres pour manipuler euh, mais ici, on utilise dans la fonction, dans la routine SUM-TAB, on utilise, c'est ça, c'est des registres pour manipuler. Mais maintenant, on va regarder le code c'est la version tab work qui alloue le tableau dans la pile comme variable locale. Donc ici, on va définir les associations textuelles avec tab local. Comme vous voyez, on va associer la constante 8. Ça va nous donner, c'est une adresse de tableau de 4 entiers 32 bits. Ce qui est dans la pile comme variable locale. Deuxième symbole tab loc-len. 4, c'est le nombre d'éléments du tableau tab loc. Par la suite, on va allouer l'espace dans la pile. Dans SP, comme SP est décrémenté de 24 octets, RA utilise 8 octets plus 4 mots mémoire composés de 4 octets. Donc, ce qui nous donne 16 octets et le total, c'est 8 plus 16, c'est 24. Quand même, alignement ici, la somme, ça nous donne comme multiple de 8. Donc, tout est beau. On peut utiliser ça. On sauvegarde RA dans la pile. Par la suite, on va initialiser notre variable locale avec les éléments. Donc, on va former l'adresse effective du tableau à manipuler. Donc, SP est additionné avec le déplacement et on sauvegarde cette adresse effective du tableau dans le registre A0. Par la suite, dans A1, on charge le nombre d'éléments à traiter et on appelle la méthode readTab qu'on a déjà implémentée. Au retour, c'est ça, c'est maintenant l'information est saisie et maintenant il faut calculer la somme. Encore une fois, il faut spécifier les paramètres pour appeler la méthode SUMTAB. Adresse, encore une fois, est formée, adresse effective, dans le registre A0. Dans A1, on charge le nombre d'éléments dans le tableau et on appelle Jump and Link SUMTAB. Au retour, A0 contient la valeur calculée, donc on appelle printInt pour afficher et finalement, on retourne les ressources au système. Donc, on charge ça. On va exécuter le code. Donc, ici, on va initialiser notre tableau. 1, 2, 3, 4. Donc, comme vous voyez, la somme vaut 10. 4 plus 3, ça c'est 7, plus encore 3, 10. C'est bel et bien. Maintenant, on va exécuter la deuxième version. Je vais changer les valeurs. Donc, et la deuxième version aussi fonction 11, 22, 33, 44. Ce sont les valeurs qui initialisent notre tableau comme variable locale dans la pile. Et c'est bel et bien tout fonction 110 qui est retourné. Oui.
Oui, bah, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on avait parlé qu'on n'a pas utilisé un registre sauvegardé dans le métier, donc plutôt utiliser un registre A et B, mais ici on dit un registre sauvegardé. Est-ce que c'est pas français ce qu'on appelle ou... Attendez, c'est read tab. Oui. C'est read tab, c'est ça. Ça, c'est les arguments A0 à 1. Si on regarde read tab, dans read tab, on sauvegarde A0 et A1. On préserve dans le registre S0 et S1. Mais A, on ne peut pas utiliser parce qu'on utilise la méthode readInt qui utilise comme argument A0. Ça veut dire que readInt va retourner la valeur saisie dans le registre A0. C'est-à-dire qu'un autre A0 va être écrasé. Mais c'est normalement, on peut utiliser ça, mais ici, c'est comme la version plus propre, si on dit comme ça. Parce que quand même, les registres A sont dédiés pour des arguments. Quand même, je comprends pourquoi vous posez la question, parce que dans SumTab, ici, on commence à jouer sur les arguments. Ça veut dire que A2 est utilisé pour accumuler somme actuelle. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord à ça parce qu'il existe les registres T qui peuvent être utilisés pour les résultats intermédiaires. On a le droit de les utiliser sans préserver dans la pile, dans les routines, pas de problème, dans les routines feuilles, comme ça, et même dans les routines qui jouent le double rôle, appelant et appelé, si T sont comme utilisés seulement localement, on n'a pas besoin, par exemple, de préserver les valeurs de T après les appels imbriqués. Dans ce cas, c'est safe et c'est correct d'utiliser ça. Les A, je dirais que il faut toujours utiliser comme argument. Pour SumTab, je suis quand même correcte avec A1, A0, réutiliser dans la routine, utiliser comme compteur à adresse, parce que quand même, ils sont, par la suite, ils seront écrasés par les autres appels. Retour. Donc, temporairement, on peut réutiliser ces registres, mais à deux, utiliser pour la somme, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le style utilisé. Mais dans vos programmes, quand même, ces conventions, c'est plutôt pour rendre votre code plus compréhensible. Il n'y a pas de règles strictes ça veut dire que ça, c'est votre programme va fonctionner mal ou quelque chose. Non. Ici, ça, c'est quand même une convention qui est flexible. C'est comme lorsque vous codez un langage de programmation de haut niveau et vous utilisez les noms non significatifs pour vos identificateurs. Dans ce cas, votre code va fonctionner, mais la compréhension de votre code devient comme plus complexe. C'est ça, c'est l'explication. C'est minimum, c'est vous devez sauvegarder les arguments qui risquent d'être changés. Le reste, vous pouvez quand même réutiliser temporairement. Je ne crois pas que mais pour les conventions IBI que vous devez respecter, c'est seulement si dans le code vous utilisez S, il faut absolument de préserver dans la pile ces registres. Ça va être pénalisé. Par contre, si vous utilisez comme ici A2, A3,
à 4, je ne crois pas que ce style sera pénalisé, non. Mais développer un petit peu comme votre propre logique pour ne pas se perdre. Il faut être au moins consistant dans votre utilisation parce qu'il y a beaucoup de détails en assembleur et ça pourrait comme rendre comme le travail avec votre code difficile. Il est 10h19, donc on va faire une pause de 10 minutes. Maintenant, on va parler des paramètres et retours dans la pile. Jusqu'à date, nous avons vu que tous les paramètres ont été passés en utilisant des registres dédiés. Quand même, en risque 5, nous avons beaucoup de registres. Ça, c'est 8 registres d'arguments pour passer des arguments. Mais comme nous avons déjà mentionné que si les arguments sont trop gros ou il y a plus d'arguments, ce serait nécessaire de les passer par la pile. Et aussi, on peut retourner les valeurs par la pile. Nous avons vu que selon la convention, c'est les deux registres A0 et A1 sont utilisés pour les valeurs de retour. Si vous voulez faire comment retourner plus, donc dans ce cas, il faudrait utiliser la pile. Les actions qu'on doit faire pour les paramètres retour dans la pile, l'appelant réserve de la pile additionnelle en utilisant l'instruction add immédiate, SP, etc. Et l'appelant, selon la convention, doit allouer l'espace dans la pile et pour les paramètres passés par la pile et pour les valeurs de retour. Donc, l'appelant initialise les paramètres dans la pile en utilisant l'adressage basé, appelle l'invoqué avec la commande call ou jump and link, et lit par la suite au retour les valeurs de retour qui sont stackées dans la pile, encore en utilisant l'adressage basé, et libère la pile additionnelle. L'appeler, ça c'est invoquer, utilise les paramètres qui sont déjà réservés dans la pile, accède aux paramètres dans la pile en utilisant l'adressage basé, affecte les valeurs de retour et fait rien. C'est-à-dire que la gestion de la pile est déléguée à l'appelant. Donc, c'est lui qui fait tout, appeler seulement, remplit, cherche les valeurs qui sont passées et, par la pile et par la suite forme les résultats dans la pile. Ça, c'est l'exemple paramètre.s. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça, on veut effectuer l'appel suivante. C'est la méthode, la routine foo qui prend le paramètre et le résultat à retourner. Donc, selon la convention, c'est l'appelant qui doit réserver dans la pile l'espace pour les paramètres et pour les valeurs de retour. Donc, nous avons un seul argument et une seule valeur de retour. Donc, on va réserver dans la pile 2 fois 8 octets. Ça, c'est SP, add immédiate SP, SP moins 16 pour allouer l'espace. Par la suite, on stocke, comme vous voyez, le contenu du registre S1, ça c'est notre argument. On stocke dans la pile, au sommet de la pile.
Par la suite, c'est jump and link foo. Ça, c'est l'appel de la fonction. Au retour, on sait que notre fonction foo va mettre le résultat dans la pile au déplacement 8. Donc, on va récupérer le résultat. Et ça, c'est le contenu de notre S2 et on libère la pile pour les paramètres et les valeurs de retour. La méthode foo, comme vous voyez ici, cherche l'argument dans la pile. Par la suite, on exécute le corps de la routine, on place le résultat dans la pile et finalement, on retourne. Ça, c'est la convention d'appel. Les conventions d'appel spécifient les détails sur les appels. Il existe plusieurs nombreux détails à déterminer ou placer des paramètres et valeurs de retour, dans quel ordre, qui doit nettoyer la pile, qui sauvegarde quel registre, la taille, alignement, boutisme, à quoi correspondent les types dans les langages strictement typés, int, long, etc. C'est-à-dire qu'en langage d'assemblage, on doit gérer tout, rien qui est laissé au hasard. La convention d'appel risque 5, ça, c'est les grandes lignes et c'est ça ce qu'il faut absolument respecter. SP toujours aligné à 16 octets. Argument dans A0, A7 doivent être passés dans ces registres. Tout le reste sur la pile. Les valeurs de retour doivent être passées dans les registres A0 et A1. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire le chapitre 2, Procedure Call and Convention. Les conventions sont plus compliquées s'il y a des flottants, des registres vectoriels, des données plus grosses. Mais ça, vous pouvez regarder la documentation si cela vous intéresse. Quelques informations par rapport aux autres architectures, des conventions d'appel. La pile dans l'architecture x86, dans cette architecture, on utilise les instructions call et ret qui empilent et dépilent l'adresse de retour. Il n'y a pas de registre RA dans ces architectures. Il y a peu de registres et comme conséquence, dans cette architecture, on utilise plus la pile pour le passage de paramètres et de variables et les variables locales sont préservées dans la pile. Il existe plusieurs conventions d'appel dans l'architecture 86. Vous pouvez regarder les détails sur ça. Et la conclusion, ce qu'on a vu avec vous, c'est les routines. On a vu les routines récursives. Nous avons abordé aussi la notion de pointeur de fonction. Nous avons discuté l'IBI qui détermine les conventions pour les différents composants système, comme édition de liens, bibliothèque, de quelle façon on résout des symboles et aussi on a vu de quelle façon la pile est utilisée, la pile pour les variables locales et paramètres. Et aujourd'hui, c'est ça, on commence le prochain sujet. On verra avec vous de quelle façon les structures, les données structurées sont représentées en langage d'assemblage.